Ce dimanche, la Première Ligue retrouve un de ses grands derbys, le Tynware Derby qui oppose les villes de Sunderland, les clubs de foot de Sunderland et de Newcastle. Vous le savez, j'adore en apprendre plus sur l'histoire des clubs et des rivalités et particulièrement en Première Ligue. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait des recherches et je suis prête à vous raconter l'histoire de la rivalité entre Sunderland et Newcastle pour fêter le retour de ce grand derby. Pour comprendre et commencer la vidéo, on a besoin d'un peu de contexte et de situer les deux villes. Newcastle et Sunderland sont deux villes qui sont séparées d'à peu près 20 km. Et c'est deux villes qui se sont construites au bord de deux rivières différentes. Newcastle s'est construit sur la Tyne et Sunderland s'est construit sur la Wear. Et ces deux rivières, c'est les deux rivières les plus importantes de la région et elles ont d'ailleurs donné leur nom au comté Tyne and Wear et c'est aussi de là que vient le nom du derby. Et ces rivières, elles vont totalement façonner les villes parce que grâce à ces rivières, les villes vont développer une forte industrie maritime et du charbon. Et ces similitudes économiques et d'industrie vont être à l'origine des premières rivalités entre les deux villes. Au fil de leur développement, comme je l'ai dit, l'industrie du charbon particulièrement va devenir centrale pour les deux villes et c'est cette industrie-là qui va fournir le plus d'emplois et qui va être la plus grosse source de revenus. Le domaine maritime est aussi important, mais dans l'histoire de la rivalité, beaucoup moins. Donc on va se concentrer sur l'industrie du charbon. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour les deux villes et pendant un long moment, les deux villes cohabitent à peu près sans problème. Mais c'est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle que la situation va changer parce que le roi de l'époque, Charles Ier, décide de donner les droits commerciaux du charbon de l'Est de l'Angleterre à Newcastle. Et ça va avoir une grosse répercussion sur Sunderland qui ne va plus pouvoir exporter son charbon comme avant. Et donc, ça va amener plusieurs conséquences. La première, c'est que un grand nombre d'entreprises qui se basaient sur l'extraction et le commerce du charbon va fermer. Cela va entraîner une perte d'emploi pour beaucoup d'hommes qui travaillaient dans ces entreprises et donc ces hommes-là ne vont plus être capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les bases de la rivalité sont donc posées, mais ce n'est pas à ce moment-là que les rivalités vont vraiment commencer. Mais il faudra attendre la première révolution anglaise qui a lieu entre 1642 et 1651 et qui voit s'opposer royalistes et parlementaires. Et donc, dans ce contexte-là, les deux villes vont choisir des camps différents. Bien entendu, Newcastle, comme ils ont bénéficié de la décision royale, vont être derrière le roi, et Sunderland, comme c'est eux qui vont être pénalisés par cette décision, vont développer un ressentiment envers la royauté et donc se rallier du côté des parlementaires. Et c'est à ce moment-là où la rivalité va être très importante et va se développer vraiment parce que on a deux villes qui sont très proches et assez importantes à cette époque-là qui vont avoir deux idéologies différentes. Et ça va aller même jusqu'à un affrontement réel et physique puisque lors de la bataille de Bolton Hill en mars 1644, une armée venant en partie de Newcastle va affronter une armée venant de Sunderland et alliée aux Écossais qui, à ce moment-là, n'étaient pas forcément parlementaires ou royalistes, mais défendaient encore une autre idéologie, mais c'est une autre histoire. Et donc, on a ce réel affrontement qui va avoir lieu entre les deux villes. Alors oui, autour, il y a d'autres participants, mais on peut retenir que les deux villes se sont affrontées réellement avec des armes lors d'une guerre. Et suite à cette bataille, quelques mois après, les Écossais vont réussir à prendre possession de la ville de Newcastle et s'installer à Newcastle et ça va être la fin de l'hégémonie de Newcastle sur la région pour un certain temps et c'est Sunderland qui va reprendre un peu le dessus. Et à partir de ce moment, la rivalité elle va être comme ça va toujours être à qui prend le dessus sur l'autre
Et pour Sunderland, cette domination, elle va pas durer très longtemps, car à la fin de la première révolution anglaise, la monarchie est abolie avant d'être restaurée en 1660. Et à ce moment-là, Newcastle sait qu'ils ont un coup à jouer et donc en 1662, la ville réussit à convaincre le gouvernement rétabli d'augmenter les taxes sur le charbon de Sunderland et donc ça met fin à cette petite hégémonie de Sunderland. Donc on voit bien que cette rivalité, elle se construit économiquement et idéologiquement et c'est d'ailleurs quelque chose qui va encore se produire en 1688. Les deux villes vont de nouveau se retrouver opposées à la mise en place de la monarchie constitutionnelle dans le pays. À ce moment-là, un conflit voit le jour en Angleterre concernant la vision de la monarchie et quelle lignée est la plus légitime à être à la tête du pays, même si c'est plus totalement le roi qui décide. Et là, à nouveau, on a deux villes qui vont se retrouver dans des camps différents. On a Sunderland qui va supporter et qui va apporter son soutien à une certaine branche et on a Newcastle qui va soutenir la branche opposée. Donc on voit bien que à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, on a vraiment une rivalité qui va se construire sur beaucoup de domaines de la société. Mais c'est pas le seul endroit où la rivalité va se développer et avec les années et les siècles qui vont défiler, la rivalité, elle va aussi se déplacer de domaine. Avec l'arrivée des loisirs sortant du domaine du travail, la rivalité va se déplacer. Et lorsque les clubs de foot apparaissent, les stades et les jours de match deviennent l'endroit parfait pour développer cette rivalité parce que comme souvent dans le foot anglais, le stade c'est un vrai prolongement de la communauté des supporters, des valeurs qu'ils défendent. Et donc pour Sunderland et Newcastle, c'est la même chose. Arriver au stade et les matchs de foot vont devenir un moyen et un endroit idéal pour défendre ces valeurs-là, pour défendre sa ville et donc pour montrer que on est mieux que la ville voisine. Au XXe siècle, le phénomène s'intensifie pour une raison assez simple. C'est que au cours du XXe siècle, la société change et donc l'industrie du charbon et maritime va décroître petit à petit et va devenir de moins en moins important. Et donc, dans un moment où la rivalité ne peut plus s'exprimer dans le domaine du travail, le foot et les stades est le substitut parfait pour exprimer cette rivalité, pour en arriver là où on est aujourd'hui, où certes c'est quand même beaucoup plus calme que pendant les années d'hooliganisme, mais où la rivalité reste quand même bien ancrée dans la tête des supporters et dans l'ambiance entre les deux clubs, et on le voit pendant les jours de match, pendant les gros derbys, où si Newcastle et Sunderland n'ont pas pu s'affronter ces dernières années parce que soit l'un soit l'autre était en deuxième division, ça restait quand même quelque chose qui était beaucoup dans les têtes. Les fois où les clubs ont pu se rencontrer en Coupe d'Angleterre, en Coupe de la Ligue anglaise, c'est toujours des gros matchs avec une très bonne ambiance et une grosse rivalité, et donc c'est ça qui donne un peu son piment à cette rencontre. Voilà pour cette vidéo, j'ai adoré faire des recherches et en apprendre plus sur l'histoire des deux clubs, sur l'histoire de l'Angleterre, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!